bonjour à tous. Je suis Isabelle Dumais et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Je tiens à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si t'es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu essaies leurs produits. Je vous niaise pas, c'est un game changer. Les barres Ultra Énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 41. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Dumais, une athlète multisport, une coureuse, mais aussi une fille qui est très, très impliquée dans la clinique du coureur que tout le monde connaît, je pense, au Québec, et même rendue à l'échelle mondiale. Donc, bonjour Isabelle, merci d'être là. Hey, ça me fait plaisir! C'est rare qu'on me demande pour des entrevues, fait que je suis contente. Profite du spotlight. Moi, je me suis dit... Blaise, on le connaît très bien au Québec. Il a fait plein de balados. J'adore l'écouter. Mais là, je me suis dit, ça serait le fun de parler à quelqu'un d'autre de la clinique du coureur. Puis je me suis dit, qui de mieux qu'Isabelle parce que je te vois aller. Puis j'ai même parlé de toi avec certains de mes invités, des gens qui m'ont dit, hey, invite Isabelle, elle va vraiment être intéressante. Puis il y a la clinique du coureur, mais il y a aussi la coureuse, il y a l'athlète, la sportive. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à jaser. Ah oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Si tu as le goût d'entendre un peu mon parcours de vie et tout, oui, j'ai plein de choses à dire. Ouais. Bon, on va se lancer là-dedans. Moi, comme d'habitude, avant de commencer, je plug la bière que je bois parce que j'ai la chance d'avoir un partenaire qui est la microbrasserie Emporium. Donc, merci à l'Emporium. Aujourd'hui, j'ai une Goon, une IPA. Donc, on m'a dit que c'était un classique. Je n'avais pas encore eu l'occasion de l'essayer. Donc, allons-y pour la Goon. Est-ce que tu bois quelque chose de ton côté, Isabelle? Oui. Ici, dans mon pot maçon, j'ai de l'eau. Puis j'adore l'eau. En fait, moi, je bois juste de l'eau. Donc, voilà. Des fois, un peu de vin, là, mais le mercredi soir, comme ça, tout seul, devant mon écran, je suis moins alcool, donc je suis plus eau. C'est correct, tu es plus sage que moi. Cheers à toi, non, c'est pas une question de sagesse. Ah, OK. C'est une question d'habitude. Non, tu me rassures. Moi, c'est ça, j'enregistre un épisode par semaine, de tout un soir de semaine. Fait que moi aussi, l'alcool, la semaine, c'est rare, mais quand c'est le temps de faire mon podcast, quand j'ai un invité qui se prend de son temps pour venir me jaser, je me dis, je sors la commandite de bière. Puis merci à la microbrasserie Emporium pour cette goon. Puis cheers à toi, Isabelle. Merci! Là, il faut que je fasse une petite annonce avant qu'on commence pour vrai, parce que là, ça fait plusieurs qui m'ont écrit la semaine passée suite à l'apparition de l'épisode avec Caroline Chavreau, qui est une grande traileuse française. Hey, on aurait aimé ça voir l'épisode, mais gang, depuis l'épisode 1, que je partage aussi le feed vidéo sur YouTube, sur le Facebook de Pas sorti du bois. Fait que vous y avez accès. Fait que ceux en ce moment qui sont en train de courir ou de faire une ride d'auto ou de travailler puis qui entendent ça, qui se disent j'aimerais ça voir Isabelle et Yannick quand ils jasent, sachez que mes 41 épisodes sont disponibles en vidéo. Puis même en ce moment, vous allez voir dans les prochaines semaines derrière moi, les boîtes vont monter parce que je suis en déménagement. Mais bon, assez parlé de moi. Isabelle, parle-moi de ton parcours. Je le disais, athlète multisport. J'ai vu course de route, course de trail, patin, ski de fond. Parle-moi de la sportive avant de parler de l'entrepreneur. Oui, donc moi, j'ai toujours été super sportive. Fait que depuis que je suis toute petite, là, je fais plein de choses. J'ai touché un peu à tous les sports. Ado, là, j'étais vraiment plus, sport d'équipe. Là, donc, au secondaire, j'étais dans l'équipe de basket. Après ça, j'étais dans l'équipe de volley. Sur l'heure du midi, je jouais au badminton. Après ça, j'allais nager. Je m'entraînais déjà. Je faisais du vélo. Mais rien de... dans les sports d'équipe, on était quand même compétitifs. Là, on avait des bonnes équipes et tout. Mais dans les sports individuels, là, rien de structuré ou d'encadré et tout ça. Donc, moi, ça a toujours été comme ça. Après ça, un petit peu plus tard, début de l'âge adulte, là, j'ai commencé plus les gyms, m'entraîner en gym, faire du tapis roulant. C'est là que j'ai commencé à courir sur tapis roulant. Je me souviens là, d'avoir fait là, un demi-marathon sur tapis roulant.
Donc, les gyms, après ça, j'ai fait beaucoup de workout. Tu sais, à l'époque, c'était super populaire. Là. Il y avait des grandes salles, là, puis on faisait du workout, du step, des trucs comme ça. Puis c'est ça. À la suite de ça, j'ai rencontré Blaise. Quand j'avais 26 ans, là, à 25-26 ans, j'ai rencontré mon chum, là, que j'ai encore aujourd'hui, évidemment. Et puis lui, il ne jurait que par la course à pied. Fait qu'à ce moment-là, j'avais commencé à courir avant de le rencontrer, mais très, très, OK, un demi-marathon, je vais aller faire ça, puis sans rien faire de spécial. Puis c'est ça. Puis là, avec lui, ben, on a commencé à s'entraîner plus. Puis c'est là que, en fait, j'ai comme atteint un petit peu, je suis vraiment passée, mettons, genre, je fais un premier demi-marathon, comme ça, là, pour le fun, puis là, je fais 1h50. Puis là, ben, je me disais, bon, c'est pas pire, mais moi, je ne m'entraîne pas là, particulièrement. Puis là, on s'est entraîné. Puis à la suite de ça, là, tu vois, j'ai fait mon meilleur demi-marathon, j'ai fait 1h24. J'ai fait un marathon en 3h03, puis un 10 km en 37. Ça, c'est mon pic, là. À ce moment-là, là, je faisais des intervalles, je faisais tout ce que la plupart des coureurs assidus sur route font, là, fait que intervalles, longues sorties. Puis ça, c'est Blaise là, qui m'a un peu inculqué ça. C'est ça. Puis là, j'en suis venue à ce pic-là. À la suite du marathon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée sur la ligne, j'ai fait OK, ben là, le prochain, je vais faire 2h50. Parce que dans ma tête, c'était comme je vais juste m'améliorer. J'ai jamais refait d'autres marathons. Ah ouais? Oui, après ça, j'ai eu un gros crash, là, un gros crash parce que quand j'ai continué à m'entraîner et tout, c'est ça, je me suis un peu surentraînée en course à pied, tu sais. Puis moi, il faut compter à travers ça que j'avais j'avais un bébé d'1 an, puis tout ça. Donc, bon, mon chien, il s'excite. C'est ça. Donc, après ça, j'ai jamais refait là, de grosses performances sur la route. Je continue à m'entraîner, mais différemment. Ouais. Ça a comme été la recette classique de on fait des intervalles, on fait une structure. Puis là, à un moment donné, ben, comme tu dis, tu as atteint comme 3h03 sur un premier marathon et seul marathon. C'est un solide chrono. Là. C'est vraiment impressionnant. Puis je pense même, j'ai fait mes petites recherches quand même, c'était quand même, ça t'a donné une 3e place au marathon des 2 rives. C'est vraiment très, très impressionnant. Félicitations pour ça. À quel moment tu as dit, OK, là, il y a la route correcte sur entraînement. La trail là-dedans, comment c'est arrivé? Bon, fait que là, en fait, comme je te dis, la course, ça faisait beaucoup partie de la vie de mon chum. Et le trail surtout, parce que lui, il courait sur route pour m'accompagner, mais sa passion était vraiment le trail. Puis moi, je voulais rien savoir d'aller dans le bois. Fait que là, lui, il courait tout le temps dans le bois, puis moi, je niaisais, puis je disais tout le temps, je sais bien, tu sais, sur la route, on courait à la même vitesse. Puis quand je disais, quand tu veux, tu sais, penser que t'es meilleur ou que tu cours plus vite, tu m'amènes dans le bois. Parce que, tu sais, moi, après 2 secondes, je n'étais plus là. Alors que sur la route, tu sais, je pouvais le suivre, puis, tu sais, il n'y avait pas de problème. Fait que là, c'est ça. Fait que moi, ça ne m'intéressait pas le trail. Tu sais, j'étais vraiment sur mon mode. Je fais de la course de route, je fais mes entraînements. J'étais quand même assez rigide sur ça. Là, tu sais, je voulais comme pas aller dans le bois, je voulais pas me fouler une cheville. Je trouvais que dans le bois, ben là, c'est pas moyen de faire des intervalles comme il faut. Tu sais, j'aimais pas tellement ça. Tu sais. Et là, arrive, c'est ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des douleurs. À la bandelette, entre autres, là, une blessure que beaucoup de coureurs ont. Puis moi, ça m'a suivi vraiment longtemps, tu sais, vraiment, vraiment longtemps. Puis là, ben, à ce moment-là, je n'étais plus capable de, tu sais, sur la route, là, je n'arrivais pas à courir, puis je devenais comme un peu de plus en plus frustrée, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que j'ai lâché la course pendant un certain temps, mais pas très longtemps. Puis justement, un des traitements de la bandelette, là, c'est vraiment de courir sur des surfaces inégales, tu sais. Donc là, je me suis dit, bon, OK, tu sais, la trail, je vais commencer à faire ça. Fait que là, ben, j'ai recommencé en trail, tranquillement, pas vite. Puis effectivement, tu sais, comme tu varies beaucoup tes mouvements en trail, ben, ça faisait que les douleurs que j'avais, tu sais, j'en avais moins, puis j'arrivais à courir au moins. Donc, j'étais contente, tu sais. Fait que voilà. Puis à partir de ce moment-là aussi, j'ai commencé à intégrer d'autres sports dans mon entraînement. Tu sais, je me suis remis à faire du vélo, je me suis mis à nager. Parce que, on dirait que j'étais frustrée, avec la course. J'avais l'impression que je ne pouvais jamais en faire autant que je voulais. Je finissais par me blesser, j'avais mal quelque part. Puis là, sérieux, j'avais comme un événement qui s'en venait. Là, je m'entraînais. Là, finalement, j'avais une blessure. Ça m'angoissait pour de vrai. Puis là, je me suis dit, là, sérieux, là. Tu es supposé de faire du sport pour
relaxer, pour faire autre chose et tout, pour tu sais, quand tu travailles, pour te changer les idées, pour... Puis là, c'était rendu que, tu sais, j'étais stressée parce que là, bon, là, je ne pourrais pas m'entraîner, là, j'ai mal, là, je ne serais pas prête pour l'événement. Fait que, tu sais, je trouvais que ça devenait un peu lourd, tu sais. Fait que, voilà, fait que j'ai changé vraiment ma façon de faire, là. Tu sais, j'ai recommencé, c'est ça, comme je te dis, à faire plus de vélo, courir un peu moins, puis combiner d'autres sports. Fait que la transition vers la trail, c'est aussi passé avec ta transition vers un changement un peu de mindset, là, de rapport au sport, puis laisser faire un peu le compétitif pour retrouver le plaisir. Oui. Puis, tu sais, je dis pas que j'avais pas de plaisir quand on faisait du compétitif, mais pour de vrai, là, tu sais, j'ai vraiment des... Puis, je sais pas, il y a peut-être des gens là, qui vont se reconnaître là-dedans là, et tout, là, tu sais, c'est pas pour les autres que tu performes, là, mais tu sais, moi, j'étais comme angoissée, là, tu sais, la veille d'une course, le avant, le après, pour pouvoir m'entraîner parce qu'il fallait que je me repose, tout ça. Pour de vrai, je trouvais ça devenait dur à gérer pour moi. Tu sais, j'ai ma famille, j'ai plein de choses, fait qu'on dirait que, tu sais, je voulais pas que ça devienne, que ça soit un stress, tu sais, il y a un événement qui s'en vient, là, t'es stressé, t'es de mauvaise humeur, tu sais, je voulais plus ça, tu sais. Fait que oui, ça s'inscrit dans cette même période de temps-là. Donc, c'est ça, j'ai vraiment introduit la trail. À ce moment-là, je courais encore un peu sur route, mais je te dirais que quand j'ai commencé à devenir un petit peu plus à l'aise en trail, en fait, ça fait, là, ça doit bien faire, ça doit bien faire plus d'une dizaine d'années là, que je n'ai pas couru sur la route, ça. Complètement délaissé. Je cours toujours en train. Surtout parce que là, il faut le dire, vous êtes au lac Beauport, Blasétois, vous n'êtes pas loin de l'événement que vous organisez, mais surtout des trails que vous entretenez. Fait que vous avez comme accès aux trails de la Clinique du coureur qui, moi, ceux qui me suivent sur les médias sociaux, ils le savent, je suis vendu, c'est mes trails préférés parce qu'il n'y a rien de plus technique et challengeant dans le coin. Et vous avez ça accès à côté. Fait que ça doit être difficile de se dire, je vais aller faire des intervalles sur l'asphalte. Quand j'ai 50 km en fait, de trail à côté. Tu as tout à fait raison. Tu sais, moi, je sors dans ma cour, puis notre trail, elle passe dans notre cour. Là. Ah oui? Oui, c'est ça. Tu sais, je suis vraiment, quand tu viendras au saisonnier, je te montrerai, mais nous autres, on habite vraiment à côté du saisonnier. Là. OK. Tu sais, donc, les trails sont dans notre cour. Puis en plus, ben, par rapport aux blessures, là, tu sais, pour de vrai, pour moi, c'est moins stressant de courir dans le bois. Donc, je peux en faire plus. Puis voilà, fait que c'est un peu pour ça que j'ai délaissé la route. Puis comme tu dis, tu sais, même l'hiver. Tu sais, moi, l'hiver, là, courir, je me souviens dans le temps, là, qu'on courait beaucoup, là, puis qu'on s'entraînait, tu sais, pour faire mettons, des performances et tout. On allait tout le temps dans le sud l'hiver, tu sais, se faire comme un genre de camp d'entraînement parce que, tu sais, l'hiver ici, c'est difficile, tu sais, de bien courir dehors et tout. Puis je me souviens, ça, c'était une autre affaire, là. Tu sais, ça me gossait quand il neigeait parce que là, on n'aurait pas de la belle asphalte pour courir, tu sais. Alors que quand j'ai déménagé au lac Beauport, je me suis dit, ça n'a comme pas de bon sens. Les trails l'hiver, là, les trails qu'on fait en été, maintenant, nous, on les fait en hiver, c'est des sentiers de raquettes. Nous, on s'est acheté des raquettes de course, on court en raquettes tout le temps l'hiver. Tu sais, il n'y a pas question pour moi que j'aille sur la route alors que je peux aller dans le bois en raquette ou, tu sais. Donc, j'ai vraiment, même ma sœur, je ne veux même plus partir dans le sud l'hiver. C'est trop le fun de faire de la course en raquette, tu sais. Fait que, voilà. Raquette, puis quand c'est bien tapé par les raquetteurs, ben en course normale, en course standard, moi je le sais parce que mes temps de référence d'entraînement de 5, de 10, de 20, de 30 sont basés sur vos trails. Puis c'est l'hiver que je bats mes propres records parce que là, ils sont tellement techniques, les trails de la Clinique du coureur, que quand tu es en hiver, rendu au mois de février, quand c'est bien tapé, tu fly comme si tu étais en route. Fait que ça, c'est le truc pour battre vos PR sur trail. Allez-y l'hiver, c'est tu mets ton technique. Strava, là, puis... Ouais. Ah oui, ben exactement. Puis même souvent, quand tu recommences l'été, tu as comme une petite adaptation parce que justement, l'hiver, ben écoute, tu n'as pas d'obstacle. Là. Donc, tu sais, ça me fait un peu penser, tu sais, moi, je fais pas beaucoup de vélo de montagne, je fais vraiment du vélo de route, même, tu sais, parce que je trouve que je suis moins habile. Ben, en hiver, c'est pareil, j'ai un fat bike. Là, je m'en vais dans les trails, tu sais, tu n'as pas d'obstacle, fait que tu peux juste rouler, puis voilà. Du gros plaisir. Du gros plaisir, oui. Moi, comme je te dis, avant, j'étais vraiment plus, OK, été, course à pied, tout ça. Mais moi, maintenant, si tu me demandes ma saison préférée, c'est sûr que l'été, c'est le fun, c'est plus facile et tout. Mais tu sais, l'hiver, là, quand tu commences à faire du ski de fond puis de la course en raquette, là, je peux te dire qu'il y a des journées parfaites de ski de fond là, ou de course en raquette que je me dis, je ne changerai jamais ça contre de la course. Là, je suis tellement rendue multisport que je m'adapte à chaque journée selon la météo. Tu sais, mettons une journée
extrêmement froide, je vais aller faire du fat bike parce que les pistes sont superbes. Une journée qui a neigé, ben là, on met les raquettes. Il y a des temps parfaits pour le ski de fond, il y a des temps parfaits pour la course en santé. Il y a vraiment un bon temps pour tout. Puis je suis chanceuse de pouvoir en profiter parce que j'habite proche de tout, tu sais. Oui, je pense que les gens de Québec, en tout cas, moi, je suis aussi à Québec, les gens qui nous écoutent, on est gâtés de ce côté-là parce que n'importe quelle journée de travail, ramenons-nous il y a 2 ans quand on allait travailler quelque part, ben, tu finis de travailler à 4h30, 5h, tu es à 15 minutes de nord, sud, est, ouest, tu as des options pour aller t'amuser. Puis même, ça me fait rire parce que j'en parlais avec une collègue aussi qui fait du ski de fond, puis on n'a pas été gâtés cette année en longueur de ski de fond, en longueur de température de ski de fond, je veux dire, parce que d'habitude, comme tu dis, on est quand même content quand le printemps se pointe le bout du nez. Là, cette année, côté ski de fond, on a pu commencer à avoir des belles conditions pour vrai début janvier, mi-janvier. Puis début mars, là. Oui, ça n'a pas été long. Fait qu'on aurait pris un plus bel hiver cette année, un plus long hiver pour le ski de fond. Mais il y avait moyen de s'amuser que d'autres choses. Puis ça a fait que les trails ont calé un peu plus vite cette année. On a pu recommencer à faire du sentier un peu plus vite que d'habitude en course, en tout cas. Hey, écoute, à chaque année, nous autres, là, depuis qu'on organise le trail, on se dit, ah là, il va y avoir de la neige d'un sentier encore, ça n'aura pas de bon sens. Parce que, tu sais, nous, on est vraiment tôt en saison. Ouais. Mais là, cette année, c'est une blague. Là, on n'a jamais été aussi en avance. Là. Depuis que moi, j'habite ici, là, ça fait 10 ans que je suis au Lac-Beauport. Là. C'est la première fois là, qu'il y a si peu de neige. Là, dans le relais, là, d'habitude, là, il en reste là, encore. Il y en a même jusqu'au mois de juillet. Là, c'est vraiment minime. Là, on est un mois en avance à peu près. Là. Ah, c'est fou. Moi, je me rappelle parce que pile l'année passée, la dernière semaine de mai, j'avais fait un défi virtuel de dénivelé. J'avais fini ça au relais. Je m'étais tapé toutes les pistes de ski du relais, monter, descendre. Pour le fun de faire que ton Strava, c'est la map des pistes. Puis j'avais de la neige dans chaque piste. Puis on parle du 31 mai 2020. Puis j'étais allé faire des montées au relais début mai. Puis il y avait 2 fois, 3 fois, 4 fois moins de neige que l'année d'avant. Mais clairement. Ça, c'est fou. On le voit dans les centres de ski parce qu'elle dure plus longtemps. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus de neige en juillet comme c'est le cas d'habitude. Là. Ah, c'est sûr. Oh, oui. Fait qu'en même temps, c'est une bonne chose pour les trailers parce que, c'est une bonne chose. C'est le fun parce que les gens peuvent courir en sentier. Ils pourraient être prêts à la limite plus pour les événements, mais comme il n'y a pas beaucoup d'événements, c'est ça. Exact. Tu parlais du stress que tu avais quand tu te pointais sur une ligne de départ en course de route, mais par la suite, quand tu t'es mis à faire plus de la course en sentier, tu as participé à Ricana, Trail du Mont-Albert, tu as fait plein de courses de trail. Est-ce que tu ressentais aussi cette excitation-là ou plus ce stress-là sur tes lignes de départ de trail, maintenant que ton mindset avait un peu changé? Ça l'avait changé, mais quand même, tu sais. Ouais. Je sais pas, tu sais, ça, c'est moi, hein, tu sais, ça part de... Tu sais, j'étais super compétitive, là, quand j'étais jeune, tu sais, dans les sports, tout ça. Puis, tu sais, ça a toujours resté. Donc, même si je me disais, tu sais, let's go, on s'amuse, c'est le fun, mais j'avais quand même toujours ce petit stress en dedans, tu sais, qui veut vraiment, tu sais, faire plus, puis performer plus, puis, tu sais, se faire mal, tout ça. Puis, ça, ce truc-là, puis là, je suis rendue que j'admire vraiment là, les gens qui l'ont, mais moi, je l'ai vraiment perdu, là. Je t'expliquerai comment ça s'est passé, mais là, ça existe comme plus, là. Ouais. Plus du tout cette espèce d'aplomb-là quand tu es sur le départ d'une course? En fait, j'ai pas vraiment le goût de faire des courses. Ah ouais? C'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup. Tu sais, moi, j'en ai parlé à plein de coureurs et coureuses de tous les niveaux dans la dernière année. Puis la pandémie a été une espèce de point tournant pour bien des gens que... Je pense pas qu'il y a des gens qui disent « je ne ferai plus jamais de compétition », mais je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être diminuer le nombre de courses pour garder peut-être cet aspect-là, parce qu'il y a l'aspect se repousser de nos limites, mais il y a aussi tout l'aspect communauté qui nous manque, je pense, dans notre communauté de trail. Mais les gens se sont inventés leurs propres défis, les gens se sont créés leur propre ligne d'arrivée. Puis il y a des gens, tu sais, j'en parlais avec David Bombardier, qui est bien connu au Québec, puis il disait je vais en refaire pour le fun, là, mais j'ai plus besoin de m'inscrire à 5 courses dans un été pour me challenger. Il va s'inventer lui, dans son cas, c'est des plans de marde, trademark à David, mais ce genre de plan-là, tu sais, Mathieu Blanchard, à un autre niveau, quand on parlait de la clinique du coureur, l'année passée, il a fait une course avant la pandémie. Et après ça, il s'est mis à se lancer sur plein de défis, que ce soit des FKT, que ce soit des défis d'essayer de monter telle côte au Mont-Royal. Puis on a vu ça à plein de niveaux. Puis je pense que c'est ça qui est beau qui s'est passé dans la pandémie. Les gens se sont revirés sur une scène. Mais tu dis, parle-moi de ce changement-là. Qu'est-ce qui s'est passé qui explique ça? C'est ça, je vais t'expliquer parce qu'il y a quelques années, il y a 3 ans précisément, je suis en ski de fond. Puis là, tout d'un coup, je me mets à avoir une bonne douleur. Là.
tu sais, à l'épaule. Là, je me dis, mais voyons, tu sais, j'ai mal à l'épaule. Là, tu sais. J'arrive à la maison, puis là, je demande à mon chum qui est physio, tu peux-tu vérifier? Tu sais? Fait que là, il me fait des tests, puis là, je me dis, il me semble que c'est pas une douleur normale. Là, tu sais, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Fait que le lendemain, tu sais, je me mets à vraiment pas filer, là, tu sais, puis à avoir de plus en plus mal, puis de plus en plus mal, puis tu sais, je me suis rendue finalement à l'urgence, là, tu sais, j'étais complètement en crise, là, tu sais. C'est ça. Pour me faire dire, eux autres, quand je suis arrivée à l'urgence, ils m'ont pris comme si je faisais une embolie pulmonaire ou une crise cardiaque, là, tu sais, j'avais les symptômes, tu sais, je leur ai dit, moi, là, j'arrive ici, j'ai 43 ans, là, je suis une femme en super forme, là, voici mes symptômes, là, tu sais, fait qu'eux autres, là, les signaux s'allument, là. Fait que finalement, j'avais une péricardite, qui est une inflammation de l'enveloppe du cœur. Après ça, j'avais une pleuripéricardite, l'enveloppe du cœur et des poumons. Donc là, on a essayé de me traiter avec ça, avec de la cortisone. Fait que moi, là, j'ai été 8 mois, OK? Moi qui est super active, là, qui fait du sport à tous les jours, là, 8 mois où prendre une marche au coin de la rue, là, c'était pas possible, là. OK? Fait que, tu sais, moi, j'ai eu toutes sortes de blessures dans ma vie, mais j'arrivais toujours, tu sais, t'arrives toujours un peu à compenser. Tu sais, mettons, t'as mal aux pieds, bon, tu vas faire du vélo, tout ça. Là, il n'y avait rien à faire, là. J'étais sur la cortisone, ça inflammait. On ne sait pas, à ce jour-ci, on ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est passé. Ça peut être un virus qui a dégénéré. Ça, tu sais, on a cherché dans toutes les directions pour en venir au diagnostic d'un genre de maladie auto-immune là, que j'aurais. Qui fait que mon système là, inflammatoire là, s'emporte là, comme ça sans raison, puis que c'est comme ça qu'il inflamme. Tu sais. Bon, fait que tu comprends bien qu'à partir de ce moment-là, moi, pendant 8 mois, j'étais obligée de redéfinir toutes mes affaires, me dire, mais coudonc, tu sais, je ne referai plus jamais de sport de ma vie. Sérieux, j'avais de la misère. Je ne pouvais plus rien faire. Là. Mes enfants, il fallait qu'ils transportent les sacs. Tu sais, je ne pouvais plus rien faire. Après 8 mois, ils ont changé de médication. Puis là, ils m'ont donné, présentement, moi, je suis immunosupprimée, tu sais. Okay. Donc, j'ai plus pas, tu sais, donc, j'ai comme l'immunosuppression, en fin de compte, ce que ça fait, c'est que ça empêche l'inflammation dans le corps. Donc, moi, depuis 2 ans, là, je suis quand même assez, 1 an et demi, mettons, là, je suis assez stable. Je fais pas vraiment de crise, mais il faut que je fasse attention. C'est ça. Fait que tu comprends un peu pourquoi mon mindset a changé, tu sais, c'est-à-dire que là, je peux plus, tu sais, je pouvais pas, dans ce contexte-là, me dire, OK, là, je vais aller me mettre sur une ligne, puis je vais me donner à fond la caisse parce que ça me demande trop. Puis après ça, tu sais, gérer ça, ça devenait compliqué. Fait que je me suis mis à marcher. Moi qui, à l'époque, écoute, je courais sur le coin de la rue. Quand mon chum marchait, parce qu'il marchait pendant qu'on courait, ça m'énervait. Ben là, je me suis dit, coudonc, faut que je fasse quelque chose. Fait que je me suis mis à marcher. Fait qu'au début, c'était 1 kilomètre, 2 kilomètres. Puis là, après quelques mois, c'était rendu que je faisais 15 à 20 kilomètres par jour de marche. C'est un peu long, là. C'est ça. C'est 15 à 20 kilomètres, même quand c'est ta sortie de course en pleine semaine, il faut que tu trouves du temps parce que c'est 2 heures bien investies. Là, à la marche, c'est 4 heures. Oui, sauf que, tu sais, je le faisais, mettons, j'en faisais un peu le matin, j'en faisais l'après-midi, j'allais refaire le soir parce que, c'est ça, un peu comme n'importe quoi, tu sais, quand tu te mets à courir, ben là, t'en fais un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Puis là, ben ça allait bien la marche, puis là, je sentais que ma santé était stable, comme ça. Fait que je me disais, OK, tu sais, c'est une bonne formule, j'ai pas de rechute, parce que je dois dire que, tu sais, quand tu as des rechutes, c'était vraiment, tu sais, c'est l'hôpital, tu sais, c'était sérieux, j'ai passé à travers quelque chose que c'est difficile à croire quand tu es en forme comme j'étais, là, puis que tu sais, moi, là, j'écoute, je dors, je mange bien, je fais du sport, tu sais, fait que tu te dis, crime, comment ça peut t'arriver un truc comme ça, là? Fait que c'est pour ça que j'ai changé un peu de... C'est ça, puis en me mettant à marcher, mais là, après ça, je me suis dit, OK, donc là, je recommençais à courir un peu, puis tranquillement, pas vite, puis tu sais, ça allait bien, puis j'en faisais toujours plus, puis bon. Fait que tu vois, les 2 derniers hivers, j'ai pu faire beaucoup de ski de fond, de la course en raquette, ça allait bien. Mais je suis restée avec cette espèce de... En fait, ce que ça m'a amené, ça, c'est de me rendre compte que moi, ce que j'aimais, là, c'est d'être dehors, tu sais. J'aime ça, faire du sport dehors, qu'il fasse moins 30, qu'il pleuve, j'aime mieux être dehors que n'importe quoi, tu sais. Fait que voilà, c'est un peu pour ça que, tu sais, j'ai plus vraiment le goût de faire des courses, mais tu sais, moi, chaque jour, je me lève, je me dis, OK, je me sens comment, puis OK, là, qu'est-ce que je peux faire, puis j'y vais. Fait que ça, c'est mon moi maintenant, tu sais, mais à travers un cheminement, puis je te dis pas que ça va pas changer, j'en ai aucune idée, mais pour l'instant, j'ai trouvé un équilibre que j'aime. Ben, c'est beau de voir ce cheminement-là aussi, de passer de... Ça doit être intense, tu le disais tantôt, tu serais probablement TDAH aujourd'hui si on pouvait te diagnostiquer. Tu es quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, je suis diagnostiquée. OK, bon, on est 2. C'est ça, mais comme j'ai comme appris à bien le gérer dans ma vie, mais le sport aide beaucoup, tu sais, parce que tu sais, hein, quand tu fais du sport, en fait, tu arrives après à mieux focusser, puis ça l'aide vraiment beaucoup. Là. Moi, je suis quelqu'un là, que
tu sais, je peux m'asseoir 30 minutes devant mon ordi, mais après 30 minutes, là, faut que je fasse d'autres choses, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça... mais je me gère comme ça, tu sais. Ah oui, on apprend aussi à se gérer. Je pense qu'on trouve des trucs. Moi, j'ai été diagnostiqué, je pense, à 28 ans, 27 ans. Puis, tu sais, avec du recul, puis, tu sais, ma mère est enseignante, fait qu'elle en a vu des cas depuis très longtemps, mais recul de 25 ans, recul de 20 ans, c'était pas pareil, c'était pas la même game. Mais, tu sais, moi, je me rappelle que ma mère, quand je n'étais pas focus sur mes devoirs, c'était va faire les tours de maison. Là, je partais, puis je courais autour de la maison jusqu'à temps que je me brûlais, puis je revenais, puis je travaillais bien. Exact. Ça a toujours été ça dans toute ma vie. Puis, à 27 ans, le médecin m'a dit, veux-tu voir un autre spécialiste pour la médication? Ben non. Je veux dire, je me suis rendu jusqu'où je suis, mais je pense qu'on trouve des trucs là-dedans. Mais moi, je l'ai senti, puis là, je fais une comparaison extrêmement boiteuse, mais j'ai eu un problème de bandelette cet hiver qui m'a ralenti, qui ne m'a pas arrêté. Puis je le sentais sur mon sommeil. Moi qui dors, je me mets la tête sur l'oreiller, je suis parti pour la nuit. Là, je dormais mal, je m'endormais super tard parce que je n'allais pas brûler mon gaz dehors. Mais là, toi, d'être dans ce mood-là depuis des décennies, puis là, boum, 8 mois d'arrêt complet, ça a dû être un processus extrêmement difficile. Ben, en fait, c'est que sur le coup, là, c'est que, premièrement, là, même si j'avais voulu, là, tu sais, dire, OK, là, il faut que je fasse quelque chose, tu sais, en fait, c'était comme juste pas possible, là. J'avais tellement mal, là, tout le temps, là, que je me disais, je vais rester avec ce mal-là toute ma vie, tu sais. Fait que finalement, c'est sûr que, tu sais, c'est sûr qu'au début, c'est comme, ça a l'air niaiseux, mais c'est comme l'addiction à la drogue un peu, là, tu sais. Au début, là, t'es comme, OK, là, il te manque quelque chose. Puis finalement, ben, après quelques temps, ça se normalise, tu sais. Tu vas comme redévelopper, tu vas développer une routine différente. En fait, tu n'as pas le choix. Là, l'être humain, il s'adapte aux situations, sinon il meurt. Là, fait que tu n'as pas le choix quand il t'arrive un truc comme ça de te dire, bon, OK, là, c'est ça. Fait qu'il faut que je vive comme... Ça ne veut pas dire que tu l'acceptes, mais ça veut dire que là, ben, tu vas vivre avec ça pendant un certain temps. Puis à un moment donné, ben, OK, ça, je suis capable. OK, ça, c'est bon. Puis, tu sais, tranquillement, pas vite, c'est ça, puis t'as pas le choix, tu sais, mais c'est sûr, là, je te le cacherai pas, là, je veux dire, il y a des... Tu sais, j'ai pleuré, ça allait pas bien, mais tu sais, c'était pas... Tu sais, je suis une personne très positive de nature, c'était pas prenant, c'était pas toute ma journée, tu sais, c'était pas genre, OK, là, je pleure, puis tu sais, je peux plus rien faire, je peux plus vivre, tu sais, c'était des moments, puis après ça, ben, je me disais, ben voyons, tu sais, OK, là, t'as ça, mais imagine, ça pourrait être pire, tu sais, je voyais, comme je me disais, qu'il y a tout le temps quelqu'un de pire que toi, là, tu sais, fait que... Tu te dis, bon, ben OK, là, moi, en fait, j'ai appris à focusser sur ce que je pouvais faire plutôt que sur ce que je pouvais plus faire, tu sais. Puis quand tu arrives à faire ça, c'est un cheminement, mais ça fonctionne bien, tu sais. Parce que là, tu te lèves le matin et tu n'as pas d'attente, tu sais. C'est pas, OK, là, aujourd'hui, il faudrait que je cours 30 km. C'est comme, bon, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire, tu sais? Bon, tiens, on va aller dehors, puis on va voir, tu sais. Puis là, finalement, je n'ai fait plus que je pensais, puis tu es positif à travers ça, tu sais. Mais là, je te parle comme ça, puis ça fait un petit bout. Fait que ça a l'air facile, mais c'est sûr qu'il y a un cheminement qui se fait comme n'importe qui a une épreuve, tu sais. Puis, tu sais, des fois, on entend les gens dire « Hey, crime, tu sais, t'es courageux, tout ça. » Ben, tu sais, c'est pas du... Tu sais, c'est plus de l'adaptation que t'as pas le choix de faire, là, tu sais. Il y en a qui s'adaptent moins bien que d'autres, il y en a que c'est plus long, tu sais. Mais, tu sais, dans la vie, tu choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais ça, c'est un classique, là. Tu choisis un peu, tu peux quand même choisir la façon que tu vas réagir à ça. Puis c'est ça. Puis ça m'a sorti aussi beaucoup de mon... tu sais, moi, j'étais une coureuse. Tu sais, ben ça m'a sorti un peu de ça, tu sais. Tu sais, je me suis rendu compte que oui, je suis une coureuse, là, mais tu sais, je suis bien d'autres choses aussi plus qu'une coureuse. Puis voilà. Fait que c'est ça. Tu as appris à te définir autrement. Oui, vraiment. Oui. Puis oui, moi, oui, c'est vrai. C'est le cas de le dire. Puis de profiter de plein d'autres choses là, qui n'est pas juste en rapport avec la course à pied. Parce que, tu sais, moi, comme je te disais, ben là, je saute rapide. Là, mais tu sais, moi, avant de rencontrer Blaise puis de fonder la clinique du coureur, là, moi, j'ai un bac en enseignement du français au secondaire. Donc, j'enseignais. Puis là, finalement, j'ai eu les enfants. Puis là, Blaise parlait de la clinique du coureur. Ça a commencé à germer. Puis là, je l'aidais au début. Puis finalement, ben, je suis comme devenue un peu, ben là, il faut que je sois là parce que, tu sais, on avait de plus en plus de choses à faire. Fait que moi, j'ai pris ma retraite jeune de l'enseignement. Fait que je suis une retraitée de l'enseignement, tu sais. Puis finalement, aujourd'hui, je travaille à temps plein à la clinique du coureur, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, ma vie tournait beaucoup alentour de ça, là. Fait que ça aussi, c'est une épreuve. C'est-à-dire que quand tu peux pas courir ou faire ça, tu te sens un peu, tu sais, moi, je me suis sentie quelquefois un peu imposteur. Je me disais, mais voyons, tu sais, je dis au monde, c'est beau, la course, c'est le fun de la course. Puis là, toi, tu peux pas courir, tu sais.
Mais ça c'est plus comme ça. Là. J'ai compris aujourd'hui que là, moi, si je peux pas courir, là, c'est parce que ça empêche. Je veux dire, ça change rien à mon identité de personne. Là, c'est ça. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup. C'est surprenant peut-être ce que je dis là, que je vais vraiment dans le psychologique, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Hein, quand tu fais beaucoup de quelque chose, là, tu te définis beaucoup par ça, puis c'est difficile des fois de t'éloigner un peu de ça, puis de retrouver du plaisir là, dans la chose que... on le voit des fois, les athlètes de haut niveau là, qui ont nagé ou n'importe quoi, qui n'osent même plus mettre un pied dans une piscine parce qu'ils sont comme plus capables. Là, mais moi, je voulais pas être... Moi, j'aimerais ça être une vieille coureuse. Là, j'aimerais ça à 80 ans... faire des petits jogging avec mon chum. Là, fait que, en faire au point de te tanner. c'est ça. Je voudrais, je veux que ça reste dans ma vie. T'sais. Fait que moi, la façon que j'ai trouvée pour ça, c'est à travers tout mon cheminement, d'essayer de trouver un équilibre là, entre tout ce que je fais. Puis, mais ça implique que pour moi, mettons, d'être sur une ligne de départ ou de vouloir performer. Présentement, je suis comme pas là-dedans. Je te dis pas que ça va pas revenir, je sais pas. Mais pour l'instant, je suis pas là-dedans. Fait que... Je trouve ça le fun que tu parles à propos des étiquettes parce que j'en ai parlé avec plein de monde. Puis des fois, les gens, surtout les athlètes de haut niveau, que les gens ont l'impression qu'on les définit comme ça. Ah, Anne Champagne, Mathieu Blanchard, c'est des coureurs. Oui, mais c'est mille autres choses aussi. Puis c'est quelque chose qu'on entend souvent, arrêter de mettre des étiquettes. Puis à tous les niveaux, là, peu importe professionnel, sportif, arrêtons de mettre des étiquettes. On est des personnes à part entière. Puis moi, j'ai une rencontre récemment, ça me fait juste penser. J'ai une collègue à Montréal, moi, je travaille pour Ubisoft, puis une nouvelle personne dans leur équipe, puis on s'est rencontrés, on s'est assis, elle a dit « Parle-moi de quitter. » Bien sûr, on est en mode travail, tu m'as parlé du professionnel, elle m'arrête, elle dit « Non, non, je veux savoir qui tu es. » Ouais. Et j'ai trouvé ça malade, puis moi, je suis parti de ça, je me le suis noté, je me suis dit « Ça, c'est intéressant parce que avant d'être des collègues, on va être deux êtres humains qui interagissent ensemble. Elle veut savoir je suis qui. Puis moi, j'ai compris qui elle était. Finalement, on a parlé pendant 1 heure, puis on n'a jamais parlé de travail. Mais je trouve ça intéressant. Laissons faire les étiquettes, puis concentrons-nous sur l'éventail de ce qu'on est. J'ai un ami artiste qui dit moi, je veux mettre tellement de cordes à mon arc que ça va être une harpe. Ah, c'est bon, ça! Ouais. Bon, je vais lui donner Renaud Paradis, c'est copyright à lui, mais je trouvais que c'était magnifique. C'est un artiste, un acteur, c'est un poète. Il y a quelque chose de très poétique là-dedans, mais j'aimais ça. Au lieu d'avoir être le meilleur dans une affaire, je vais être correct dans 200 affaires. Oui. Oui. Mais en même temps, comme tu dis, plus tu es de haut niveau, plus c'est difficile à faire parce qu'en fait, l'étiquette, c'est les gens qui s'attendent un peu à quelque chose de toi. Quand Mathieu est sur une ligne, quand Anne est sur une ligne, les gens, ils se disent « Hey, crème, il va sûrement gagner. » Les gens... l'athlète de haut niveau, il faut vraiment qu'il deal avec ça, avec cette espèce de pression-là, que même s'il ne veut pas s'en mettre, il y en a, ça, moi, clairement, parce qu'à l'époque, là, justement, dans le temps de mon marathon, tout ça, je pouvais me considérer quand même de bon niveau, là, pour les filles, là. Mais moi, c'est comme si je n'avais pas le mental pour supporter ça, c'est comme ça l'empiétait trop sur le reste de ma vie, Fait que c'est ça, mais puis il y en a qui le font très bien par contre, parce que moi, je côtoie des athlètes de très haut niveau, là, puis qui ça va super bien eux autres, là, mais c'est pas tous. Puis c'est important que quand c'est pas comme ça, peut-être de réorienter la façon que tu vois ton sport ou tes choses, parce que je pense quand même que c'est embêtant parce que des athlètes de haut niveau qui vivent par leur sport, ils n'ont comme pas le choix, finalement. Ouais. Mais moi, je pense que le citoyen, mettons, moyen, là, mettons, moi, toi, tous les gens qu'on côtoie qui ne sont pas des athlètes de haut niveau, il faut que tu considères que le sport devrait faire partie de ta vie, mais d'une façon positive. Si c'est rendu un stress de faire ton sport, moi, ça me sonne une cloche parce qu'on a déjà tellement d'autres stress dans la vie à gérer que je pense que le sport doit être une soupape un peu pour évacuer. Fait que si ça devient stressant, peut-être que là, ça va être difficile, là, tu sais. Fait que... Oui, tu as tout à fait raison. Moi, c'est pour la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas prendre de coach, même si je suis très satisfait des performances que je donne. C'est dans mon niveau, je me surpasse, je travaille pour m'améliorer. Peut-être que si j'avais un coach, je courrais 30 secondes par kilomètre plus rapide sur un 50 km et tout ça. Mais en ce moment, la vie, je travaille qui est demandant. On a plein d'obligations, on a plein de trucs. On dirait que moi, la course, c'est mon espace de liberté. Je le sais que si je ne veux pas crasher puis être blessé ou que je ne veux pas justement avoir une mauvaise performance au point d'abandonner une course, je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je m'en vais faire le 100 km du Gaspésia, je vais mettre le volume, je vais mettre les intervalles, je vais mettre les D+ qu'il faut.
mais je ne le mets pas dans un calendrier, puis je n'ai pas quelqu'un qui m'écrit « Hey, t'as-tu fait ça cette semaine? Puis voici ton calendrier, puis il faut que tu fasses ça. » J'ai besoin de cet espace de liberté-là dans lequel m'amuser. Puis quand une journée, ça me le dit, comme aujourd'hui, je me suis levé, j'étais comme « Parfait, c'est ma journée d'intervalle. Je suis allé en faire. » Ben, j'ai décidé que c'était ça aujourd'hui. Puis demain, si ça me tente d'aller courir au pace du bonheur le plus smooth possible, puis regarder les oiseaux dans les arbres en courant, ben, ça sera ça, puis c'est correct. Puis je pense que c'est ça, c'est une soupape, comme tu dis. J'aime le terme soupape. Oui. Juste de lâcher son. C'est drôle que tu parles du pace du bonheur. Oui. Mais... Parce que t'as-tu rencontré Nathalie? Non, je ne l'ai pas rencontrée, mais oui, j'ai écouté. Elle est allée à Tout Trail avec Marie-Ève et Marc-André, puis je la connaissais aussi. Dans le domaine de la course, on connaît toute Madame Pace du Bonheur, mais elle est tellement intéressante et inspirante à écouter. Vraiment, il faut que tu la rencontres là, dans une de tes prochaines chroniques. Puis c'est super drôle parce que, tu sais, moi, il y a quelques années, juste avant que j'ai le truc que je t'ai raconté tantôt, Nathalie me contacte pour me demander, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la clinique du coureur, puis tout ça, tu sais, puis à ce moment-là, je la connais pas vraiment, tu sais, fait que je m'en vais prendre un petit café avec elle, tu sais, puis on se met à jaser, puis je me dis, ah wow, c'est extraordinaire. Puis moi, j'étais déjà en processus, tu sais, de changer un peu de mindset par rapport à ça, parce que, tu sais, je dois dire, tu sais, j'avais 3 enfants en bas âge, le travail, tu sais, mon chum travaille beaucoup, il était souvent parti, tout ça, fait que j'en avais comme beaucoup à gérer. Puis là, elle commence à me parler de ça, puis je me dis, hey, c'est drôle que tu dises ça, parce que, me semble, j'ai l'impression que, je sais pas, je m'en vais vers là. Puis là, on s'est mis à, écoute, on a connecté, c'était fantastique. Puis là, depuis ce temps-là, moi, je la suis, je partage ses trucs, je suis à ses événements qu'elle organise, j'adore ça, puis je trouve tellement qu'elle a fait courir un tas de personnes qui n'osaient pas courir. Je trouve ça extraordinaire, tu sais. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts maintenant dans le domaine de la course à pied. Je trouve que c'est plus juste associé à, hey, tu sais, si je suis pas assez vite, j'ai l'air de ci, j'ai l'air de ça. Il y a du monde de tous les genres qui courent. C'est ça, tu sais, la base de la clinique du coureur, nous, là, quand on a commencé, là, c'était ça l'objectif, tu sais, on voulait faire courir tout le monde, tu sais. Fait que c'est pas, là, je trouve que tout ça, finalement, ça me fait grandir là, dans ma vie, là, tu sais. Puis je vois ça différemment aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que j'adore ceux qui sont compétitifs, puis j'aime ça suivre, puis moi, je suis la première là, à connaître les athlètes élites, puis à tout savoir et tout, tu sais. Mais je me suis un peu détachée, moi, personnellement, de ça, tu sais. Fait que, exact. Oui, puis je pense que dans la course de trail ou la course au Québec, on a des bons ambassadeurs qui ne sont pas des élites. Puis je pense qu'on a besoin des élites. Moi, tu sais, je veux dire, quand j'ai commencé ce sport-là, je l'ai raconté à quelques fois, je l'ai raconté à Joe Grant quand je l'ai reçu. Je me suis mis à suivre des athlètes élites, je me suis mis à suivre Joe puis de voir ses performances-là, puis là, ça te motive. Mais à un moment donné, c'est beaucoup plus les personnalités puis les approches, autant des athlètes élites que des athlètes mid-packers. Puis au Québec, on a des excellents ambassadeurs qui sont des mid-packers. Tu sais, Patrice Belin, probablement un de nos plus grands ambassadeurs du sport de par sa carrière qui est dans le public, mais il est allé parler d'ultramarathon sur des plateaux de télé où les gens n'avaient aucune idée c'était quoi l'ultramarathon. Puis il a fait connaître ce sport-là. Son livre a permis ça. Pat, c'est un mid-packer. Madame Pace du Bonheur, je veux dire, le Pace du Bonheur, c'est devenu une expression courante qu'on entend à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est une journée de Pace du Bonheur. Ben, c'est le fun en maudit quand tu trouves ton sweet spot, quand tu le sais qu'aujourd'hui, c'est pas une journée d'intervalle puis de record, c'est une journée de profiter du moment. Ben, c'est devenu une expression grâce à Nathalie. Après ça, tu sais, je dirais à un autre niveau, Martine Marois, je le sais, c'est un running gag entre elle et moi, je la name drop dans chacun de mes épisodes, mais Martine Marois est une excellente ambassadrice pour notre sport, puis c'est pas une athlète élite. Fait qu'on a une belle diversité entre nos athlètes élites qui nous inspirent puis qu'on trouve ça beau de les voir. Moi, quand je vois que Mathieu a gagné à Tahiti la semaine passée, c'est fantastique. Tu sais, en faisant un triathlon la veille puis le lendemain, il gagne une course de trail, c'est trippant à suivre, mais j'ai autant de fun à suivre Madame Pace du Bonheur, puis Martine qui fait son week-end shop. Puis tu sais, c'est vraiment ça qui est le fun. Puis je trouve que, ben, parlons-en, on en parle depuis tantôt de la clinique du coureur. Dans votre mission, c'était de faire courir les gens. Plusieurs années plus tard, je pense que c'est mission accomplie. Mais parle-moi des débuts de ça. Tu en parlais tantôt, Blaise, qui a commencé. Oui! Tu t'es mis à t'impliquer. Parlons des débuts de la clinique du coureur. Ben oui, j'ai hâte de voir si tu connais-tu la clinique du coureur? Est-ce que tu sais vraiment ce qu'on fait ou... Ben oui. Si je te pose la question... Ben, je pense que oui. Je pense que vous donnez beaucoup de conférences. Vous donnez des formations pour les spécialistes, les physiothérapeutes particulièrement. Donc, il y a cette portion-là de conférences. Il y a la portion trail, portion philanthropie, mais ça, j'ai triché. Je suis allé voir sur votre site et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose que je ne connais pas. Puis effectivement, quand je connais bien la clinique du coureur, j'ai lu le livre de Blaise et tout ça.
Mais quand j'ai vu philanthropie, j'ai fait OK, cette portion-là, je ne connais pas ça, j'en parlerai à Isabelle. En fait, c'est bien que tu es allé sur le site. Oui, tu passes le test haut la main parce que je dois dire que moi, je reçois beaucoup d'appels ou de gens qui m'appellent pour me dire bonjour, vendez-vous tel type de souliers ou Bon, fait que les gens mêlent beaucoup la clinique du coureur avec magasin de chaussures, clinique de physiothérapie, c'est un peu mélangé tout ça. Fait que pour faire une histoire courte, la clinique du coureur, nous, ce qu'on fait, là, notre core business, là, c'est vraiment, on donne de la formation partout dans le monde aux professionnels de la santé qui traitent des coureurs. Ça, c'est vraiment, c'est ce que la clinique du coureur fait pour vivre, en fait, puis pourquoi on est rendu à 12 employés à Québec, là, à temps plein, Fait que ça, c'est notre noyau. Ensuite, les conférences grand public, ça, c'est ce qu'on va remettre dans notre fonds philanthropique qui, après ce fonds-là, va aider différentes causes, comme le saisonnier, par exemple, ou des gens, des fois, qui ont des projets particuliers, ou on va redonner à la communauté avec ce fonds-là. Puis l'argent est ramassé par les conférences ou parfois des choses, des conférences que Blaise donne ou que d'autres personnes de la clinique du coureur peuvent donner. Ensuite, quand on a commencé aussi, on avait mis en place le projet mini-marathon. Mm-hmm. Donc, c'est un peu nous là, qui a starté ça, les mini-marathons pour les enfants. Fait que ce qu'on faisait à ce moment-là, on allait dans différents événements et on organisait comme une course d'enfants. L'objectif était de faire justement découvrir la course à pied aux enfants, puis en parler, puis les bonnes pratiques, tout ça. Puis finalement, on a organisé le trail à la clinique du coureur. Mais ça, c'est vraiment, c'est des trucs vraiment parallèles, mais vraiment, là, le centre, là, c'est vraiment nos formations, puis l'aspect plus recherche et expert là, qu'on a là-dedans. Là, parce que nous autres, là, c'est pas moi qui le fais, là, mais nos experts, là, Blaise, Jean-François, tout ça, eux autres, ils épluchent la littérature scientifique, sont toujours à jour sur les dernières choses qui se font dans le domaine. Fait qu'on est vraiment evidence-based, là, qu'on dit là, dans le milieu. Puis tout le reste, c'est des activités plus c'est de la visibilité, puis c'est des choses que nous, on tripe. Le trail, là, nous, on l'a organisé parce qu'on déménage à Lac-Beauport. Là, on commence à découvrir les trails, puis on se dit, wow, il faut vraiment qu'il y ait d'autres mondes qui découvrent ça. On ne peut pas garder ça juste pour nous autres. Fait que la première année, c'est petit trail, tranquillement, pas vite. Puis là, on est rendu à je pense que c'est la 9e édition, là. Donc, puis au début, on avait juste un 5, un 10 km. Après ça, tu as eu le 30. Puis là, les autres années, c'était le 20, le 50. Puis on améliore notre événement comme ça. Puis parce qu'on aime ça, on entretient les trails, puis pour nous, puis pour tous les gens qui sont là, tu sais. Fait que voilà. Puis j'ai commencé aussi, comme je te dis, à la clinique du coureur, c'est que, à l'époque, mon chum, il me dit, ouais, là, je suis en train de monter un cours. Tu sais, moi, j'étais enseignante à l'époque. Je suis en train de monter un cours, puis ce cours-là, mon objectif, c'est qu'il fasse le tour du monde, tu sais. Là, j'étais comme, OK, cool, c'est cool, tu sais, mais OK, tu sais, je le trouvais un peu intense, tu sais. Force est d'admettre que quelques années plus tard, écoute, il y avait de la vision, là, c'est mission accomplie. Tu sais, en fait, on fait le gros de notre chiffre d'affaires en Europe, là, tu sais, en France, entre autres, là. Puis là, on développe vraiment le marché, là, ça a été difficile dans la dernière année, mais on développe vraiment le marché de l'Espagne, l'Italie, qui sont nos marchés. Puis on tente aux États-Unis. Là, on en avait fait un peu, mais c'est pas facile, les États-Unis. Fait que, tu sais, on s'étend de plus en plus partout. D'ailleurs, notre collègue Mathieu Blanchard, lui, Mathieu, c'est notre développeur. Il travaille en développement des affaires, là, justement, avec l'Italie, l'Espagne, puis tous nos nouveaux marchés. Fait que, tu sais, c'est ça. Donc, c'est parti que Blaise donnait sa formation à Québec, que moi, je l'aidais à faire les cahiers, à préparer les trucs pour les participants. Puis là, à un moment donné, on a engagé quelqu'un parce que là, on avait comme trop de jobs, puis d'autres personnes, et ainsi de suite. Puis là, on a rajouté toutes les cordes. Puis là, la dernière corde à notre arc qu'on vient d'ajouter, c'est le coaching du coureur. Fait que, on a vraiment un site là, maintenant qui est, ça fait partie de la clinique du coureur. Donc, les gens peuvent être suivis là, plus là, par des coachs athlètes. Là. Fait que ça, on vient de le mettre au monde, là, ce nouveau bébé-là. Oui, j'en parlais avec Sarah Bergeron-Larouche quand je l'ai reçue à l'épisode 35 parce que elle faisait partie des coachs, des athlètes pour Unis pour le sport. Puis là, on avait parlé, je pense, au moment où on enregistrait, la fusion venait de se faire entre Unis pour le sport et la clinique du coureur pour devenir le coaching du coureur. Puis c'est trippant. On dirait que c'est ça qu'il y a comme la portion conférence, formation, puis il y a plein de satellites autour. Puis oui. Je trouve que ce beau melting pot, puis melting pot, c'est peut-être pas une bonne expression parce que ça a l'air de pitcher partout, mais tout ça est dirigé dans la même direction qui est d'accompagner les athlètes par la formation auprès de leurs professionnels qui vont les soigner, mais aussi de les accompagner en offrant
des trails 12 mois par année qui sont entretenus, qui sont balisés, qui sont magnifiques, en offrant un programme de coaching. Je trouve ça beau, cette espèce de projet principal-là, et tous les satellites qui, avec le temps, se sont greffés autour, puis en très peu de temps, parce que ça a commencé en quelle année, la Clinique du coureur? Là, ça fait un peu, là, c'est en 2008, officiellement. OK, avec 12-13 ans, quand même. Oui, quand même, c'est ça. C'est ça. Puis à l'époque, comme je te dis, là, c'était petit, là, c'était Blaise qui donnait un cours. Puis là, ben, progressivement, là, c'est ça. Puis là, c'est depuis, je te dirais, depuis 3-4 ans là, qu'on a vraiment de plus en plus de monde qui travaille pour nous, puis qui travaille pas pour nous, mais avec nous, là, qui travaille avec moi à la Clinique du coureur. Donc, c'est ça, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Puis je salue la vision là, de mon chum, parce que moi, j'étais plus, justement, j'avais mon travail d'enseignante, je faisais ça, puis être visionnaire, je l'étais moins que lui, là, fait que c'est le fun, vers où il nous amène, puis il continue tout le temps d'innover, puis de trouver des nouvelles choses, fait que c'est bien, ouais. Vous êtes venu combler un manque qui existait comme pas, j'ai l'impression, cette espèce de l'offre de formation, mais tout ce qui s'est greffé autour, vous êtes venu prendre une place qui était libre, puis avec, comme tu dis, avec beaucoup de vision, puis beaucoup d'ambition, parce que rapidement, en vous disant, oui, on veut viser l'international, puis après ça, ben, quelques années plus tard, vous êtes rendu en Espagne, puis en Italie, puis en France, puis partout. Au Japon, je voyais aussi. Puis là, oui, bien, Japon, ça, c'est un autre marché qui fait partie de ce qu'on était supposé de développer. Exactement, quand la COVID a commencé, là, Blaise s'en allait au Japon. Ah ouais? On a tout cancellé. Fait que je te dis, ça a été vraiment, on a cancellé l'Italie, le Japon parce qu'on s'en allait là-bas pour développer, pour rencontrer des personnes, tout ça. Fait que, la COVID, ça a été particulier là, pour tout le monde, mais pour nous autres aussi, là, on est chanceux que la plupart des formations en Europe ont pu continuer à se donner, parce qu'avec les mesures, tout ça, ça restait de la formation. Fait que on coupait les groupes, on a réussi à s'organiser. Mais c'est sûr que c'est particulier, mais bon, écoute, ça, comme tout le monde, hein, tout le monde a vécu quelque chose de vraiment bizarre cette année, puis c'est ça. On a appris à innover. Tu parlais de l'innovation dans ce que vous avez vu aussi avec la Clinique du coureur, mais même dans votre façon de bâtir votre entreprise, parce qu'on en parlait avant de commencer, vous êtes une entreprise affranchie, c'est quelque chose qui existe, mais que moi, je n'avais jamais entendu avant que Blaise en parle, que je l'ai entendu ça quelque part, mais parle-moi un peu d'entreprise affranchie. Comment ça se passe au quotidien? C'est quoi ce modèle d'entreprise-là que vous avez? Ben, en fait, nous, là, on a mis là, un terme sur quelque chose qu'on était déjà à la Clinique du coureur. Donc, entreprise affranchie pour nous, ben, pour ce que nous, comment on le vit à la Clinique du coureur, c'est vraiment que chacun, il n'y a personne, il n'y a pas d'heures recommandées, il n'y a pas de nombre d'heures, il n'y a pas de jour particulier où il faut que tu travailles, il n'y a pas d'ordre dans lequel tu dois faire les choses, c'est que tu travailles... tu as des choses à faire, puis tu les fais quand tu veux. Puis si tu décides que le lundi après-midi, tu prends 3 heures pour aller faire du vélo parce qu'il fait super beau, ben tu y vas, puis tu ne demandes pas à personne. Puis si tu as besoin de vacances, ben tu les prends. Puis fait que, c'est ça. Puis c'est aussi le fait que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de hiérarchie. Donc, c'est sûr qu'à l'époque, c'est ça que tu avais le président, tu avais le directeur, tout ça, mais on a comme tout aboli là, ces postes-là. Puis les gens sont tous au même niveau, si tu veux. Donc, on se consulte, on fait des cellules de travail. Puis voilà. Puis c'est sûr que ça marche bien, nous, parce que, justement, on était comme ça. Puis les gens qu'on a engagés sont venus chez nous parce qu'ils aimaient déjà comment on était, qu'ils aimaient comme cette espèce de modèle-là. Donc, nous, quand on a voulu engager, ben, il y a des gens qui, avant qu'on veuille engager, qui cognaient pour savoir s'ils pouvaient travailler avec nous, Fait que ça, c'est fantastique, là, dans un monde où il manque de main-d'œuvre, là. Donc, cette espèce de liberté-là qu'on a, puis de confiance, ben, c'est un peu ça pour nous. C'est ça à la Clinique du coureur, l'entreprise affranchie, mais c'est sûr que c'est pas facile partout à mettre en place parce que, plus tu as une structure qui était hiérarchisée, plus tu as de monde, c'est sûr qu'il y a des choses qui... c'est des défis, mais moi, mon conjoint travaille aussi, ben, tu dois le savoir, là, il y a ils ont les PCN, là, PCN physiothérapie. Ben, tranquillement, pas vite, la culture vraiment de l'entreprise est en train de changer au complet, là, à s'en aller vers pas affranchi au complet, mais de plus en plus. Donc, puis eux autres, c'est très hiérarchique, là, maintenant, ça l'est de moins en moins. Puis, c'est ça, mais c'est du travail, c'est un travail de longue haleine, là, c'est pas... alors qu'ici, à la Clinique du coureur, ben, c'était comme ça. C'est comme si on a dit, bon, ben, on est une entreprise affranchie, notre modèle est fantastique, on va en parler. Mais c'est pas quelqu'un qui nous en a parlé et qu'on s'est dit, ah oui, on va faire ça. On était comme ça, tu sais.
Fait que voilà. C'est dans l'air du temps aussi. Je pense que la COVID, la pandémie, le travail à distance a amené des entreprises à repenser un peu leur modèle puis à se questionner sur si c'était la bonne chose. Mais même bien avant ça, quand on parle d'agilité aussi, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus justement d'aplatir ces structures-là qui, des fois, quand c'est trop hiérarchique, il y a du temps qui se perd, puis des approbations, d'approbation. Puis il y a des entreprises où tu as un niveau hiérarchique où il y a 8 gestionnaires pour arriver à quelqu'un qui n'est pas gestionnaire. Puis là, on voit que je pense que c'est dans l'air du temps, mais c'est encore là, avant-gardiste, la clinique du coureur, avant les autres, de penser des modèles qui, justement, sont nouveaux, qui sont peut-être plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Je ne veux pas parler pour lui, mais j'imagine qu'un gars comme Mathieu Blanchard, qui court aux quatre coins du monde, qui est un athlète élite, qui voyage aussi, ben, c'est le style de vie, le style de modèle qui est parfait pour ce gars-là. Si c'était une entreprise où il fallait qu'il punch de 8 à 5 du lundi au vendredi, probablement qu'il ne serait pas avec vous. Non, c'est sûr. Ben, comme il était avant, en fin de compte, c'est ce qui a motivé un petit peu son choix. Là. Parce que Mathieu est ingénieur, puis là, finalement, il est venu travailler avec nous parce que justement, ce modèle-là allait lui permettre de s'épanouir autant dans sa vie d'athlète que dans sa vie professionnelle. Fait que oui, c'est sûr que c'est intéressant. Là. Puis comme on disait, dans un contexte où il y a pénurie de main-d'œuvre un peu, ben, ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand tu as quelque chose comme ça qui fonctionne bien, ben, les gens, c'est plus toi qui vas les chercher, c'est eux qui viennent te voir. Parce qu'ils se disent, crime, moi, c'est là que je veux travailler. Parce que pour nous, moi, ben, ça n'a jamais été, c'est sûr. Puis pour mon chum non plus, nous, c'est même pas une job, c'est comme un mode de vie, notre affaire, là, c'est sûr, parce que c'est comme un bébé. Là, tranquillement, pas vite, on laisse aller des affaires. Là, mais au début, c'était tellement juste nous deux que même moi, j'ai trouvé ça difficile là, quand on a commencé à engager des gens. Puis je me disais, hey, on va-tu se perdre? Puis tout ça. Mais finalement, non, c'est l'esprit demeure, mais c'est ça. C'est juste que si on veut s'étendre, on n'a pas le choix d'avoir plus de monde. Là, fait que voilà. J'en parlais, trail de la clinique du coureur. Là, on est tout près au moment de la diffusion de l'épisode. On va être à quelques jours de l'événement. Une édition 2021 un peu particulière, je suppose. Comment vous avez vécu 2020, ça a été annulé comme à peu près tout ce qui s'est passé au Québec. Mais là, 2021, c'est une approche différente. Comment vous avez vécu cette préparation-là à un événement, des distances qui ont changé, des règles gouvernementales qui changent aussi rapidement que la température? En fait, nous, là, ça a été hyper compliqué. Là. On se disait, bon, cette année, on n'en fera pas. Puis là, finalement, on s'est dit, OK, non, on va organiser quelque chose, là, mais on va organiser quelque chose qui n'est pas un événement. On voulait que les gens puissent venir courir, mais sans que ça soit un événement. Parce que présentement, les règles, même s'ils se sont assouplies, on ne peut pas avoir de grands rassemblements extérieurs, intérieurs et tout ça. Donc, la définition de trail comme on avait les autres années, c'était pas possible. Bon, fait que nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est on a coupé certaines de nos distances. Exemple, avant, on avait 300 mètres, 600 mètres, 1 km, 1,5, 2. Bon, fait que pour les enfants, on a gardé le 1 km seulement. On a enlevé notre 20 et notre 50 km qui passaient dans des endroits qui étaient plus compliqués là, d'avoir les droits d'accès et tout. Donc, on les a laissés tomber cette année, puis on s'est dit, OK, on fait le 1, le 5, le 10 et le 30, 32 kills, là, ça dépend de ta montre GPS. Là. Donc, on va se concentrer là-dessus, puis on va offrir aux gens de venir faire le parcours en solitaire. Donc, c'est la prémisse de notre trail. C'est avec ça qu'on est allé à la santé publique avec une dame qui était fantastique, là, qui avait vraiment envie de nous aider et que ça fonctionne. Là. Fait que ça, c'était cool. Donc, aujourd'hui, ils ont accepté le plan qu'on leur proposait. C'est-à-dire que nous, la façon que ça fonctionne, c'est que les gens peuvent... on a vraiment... Là, tous les gens qui étaient inscrits dans les années antérieures, en 2019, pouvaient transférer leur inscription là, vraiment sur n'importe quelle distance. Si tu étais au 10 km, tu peux faire le 30 si ça te tente. Si tu faisais le 30, c'est bon. On a essayé de rendre ça assez simple parce que ça ne sera pas festif comme les autres années. Mais ce n'est pas grave. On a le chrono qui est là. On a le départ. On a les médailles. On a des ravitaux qui sont bien, bien simples. D'autres années, là, on s'organise pour que nous, personne ne se touche, les masques au ravito et tout. Ensuite, on a des vagues de départ. T'sais. Donc, c'est des vagues de 30 minutes dans lesquelles il y a un nombre X de personnes qui peuvent être. Donc, les gens se sont déjà inscrits là, pour les vagues dans lesquelles ils veulent partir. Donc, les départs se feront tout au cours de la journée de façon espacée. Voilà.
Excuse-moi, oui. Ben, en fait, le 30 km, c'est entre 7h et 9h. Puis après ça, le 5 et le 10, c'est le 1 à partir de 9h jusqu'à 16h. Il y a des vagues de départ, puis les gens partent. Fait que quand ils partent, ben, c'est un chip time. Là. Ils partent, ça part, puis après ça, quand ils arrivent, c'est chronométré. Fait que ça va un peu dans l'optique. C'est différent parce que il y en a qui disent « Ah ouais, mais mettons, quand je pars un 5 km, ben, j'ai tout le monde qui font le 5 km, c'est sûr. Mais là, tu vas aller faire ton 5 km. Puis, c'est la seule façon qu'on a trouvé qui était possible pour offrir quelque chose aux gens. Puis les gens, ils veulent courir, puis sont contents. T'sais. Fait que la plupart des gens, là, beaucoup se sont inscrits. Je n'ai pas encore le nombre officiel. Puis nous, on va gérer ça comme ça. Fait que nous, ça va être, comme je te dis là, au début, avant que tu partes, ton masque, il y a des biens précises. Les inscriptions, on n'a pas d'inscription sur place. Les inscriptions finissent là, le 31 mai. Après ça, la remise des dossards se fait avant aussi la journée pour qu'il y ait le moins de rassemblement possible. Puis comme les gens partent tout au cours de la journée, ben ça ne fait pas de rassemblement. Ben parce que c'est ça, voilà. Fait que voilà, ça ressemble un peu à ça, notre événement du 5 juin. On est super contents, nos parcours sont beaux. On a fait une nouvelle section là, dans le 30 km qui est incroyable. Ben, c'est ça que j'ai hâte de voir parce que je le disais, moi, je suis un habitué. J'ai fait le 50 en compétition, mais toutes les autres distances, je les ai faites pour le fun. Puis de base, moi, le 30 était mon préféré. Tu sais, le 50, okay. il est tough, mais le 50 fait 2000 mètres de D+. Votre 30, le ratio de D+, par kilomètre est pire que le 50. Puis là, il est encore plus dur. Puis tu sais, quand tu es en mode longue de fin de semaine, 50, c'est rare qu'on fait ça de manière quotidienne. 30, c'est une belle distance à faire et refaire. Puis le 30 de la clinique était extrêmement brutal. Moi, c'est l'endroit où je vais aller me casser les jambes, je vais là. Mais là, tu dis que vous rajoutez une nouvelle portion, une nouvelle section. Ben, en fait, tu sais, la portion, là, quand tu arrivais, quand tu traversais un chemin puis tu arrivais dans les pistes où il y a des vélos, tout ça qui était super à pic, là, c'est à partir de là qu'on a changé. Okay. Fait que là, on monte moins à pic à cette place-là, puis on a, tu sais, il faut savoir que dans le Maelstrom, là, on a c'est des grands terrains qui sont comme zonés récréo-touristiques. Fait qu'il faut qu'il y ait un sentier qui passe. Fait que nous, on fait comme des détours dans le Maelstrom, là, justement, pour avoir des points de vue, pour passer sur les terrains, tout ça. C'est magnifique, là, tu sais. Fait que dans le fond, on n'a pas bien plus de kilométrage, mais tu vas faire un chemin différent de ce que tu faisais avant, mais c'est beau, là. C'est vraiment, vraiment beau, là. On l'a terminé, là, tu sais. Fait que là, si tu y vas, là, il est super bien balisé. Bon. Il nous manque juste une section à finir, là. Puis alors, quand ça va être diffusé, ben tout va être fait, là. Fait que, voilà. Ah, ben, c'est trippant. Puis, tu sais, cette montée-là, ceux qui connaissent, c'est qu'on traverse, c'est quoi la route? C'est la traverse. La traverse de Laval, oui. La traverse quand on arrive dans le coin du Mont-Tourbillon, cette montée-là, tu sais, quand tu es sur le 50, tu as quasiment 35, pas loin de 40 dans les jambes, puis c'est toute une montée. Mais c'est ça, c'est un 50 km qui est challengeant. En fait, tous vos parcours sont challengeants à leur manière. Et là, ce nouveau 32-là, ben, c'est le fun. Ça a un attrait aussi supplémentaire. Puis pour ceux qui ont besoin de cet esprit de compétition-là, ben là, le chronométrage. Puis je suppose que s'il y a chronométrage, il y a classement. Donc, pour ceux qui s'accomplissent là-dedans puis qui se nourrissent de cet esprit de compétition-là, ben, ils vont l'avoir. Ils vont l'avoir. C'est un mot différent, mais je pense, après une année où on n'a rien eu ou à peu près rien eu, un modèle de course où il y a peut-être moins l'esprit de communauté à la fin de rassemblement, mais où tu as le dossard, le chronomètre et tout. Je pense que les gens, en tout cas, voir les réactions, je pense qu'il y a un bel enthousiasme et ça va être vraiment trippant. Puis, tu sais, on va avoir une vague élite aussi là, qui part comme avant tout le monde. Eux autres, ils partent là, aussi à intervalles. Fait que ça va être tout qu'un show, là, parce que tu ne veux pas être celui qui part en premier, là, que toutes les autres. C'est ça. Il part avec une cible dans le dos, là, parce que là, les autres en arrière vont courir après. Mais tu sais, ça va être génial, ça, parce que ça va apporter un petit plus, justement, à l'événement. Là. Fait que, tu sais, puis il y a 1000 $ pour le premier gars, puis 1000 $ pour la première fille aussi, là, qui vont le faire. Fait que, voilà. Mais tu sais, en même temps, là, ça m'étonnerait, mais tu sais, quelqu'un pourrait décider de ne pas être dans la vague élite, puis finalement, c'est lui qui a le meilleur temps sur le parcours. Mais tu sais, disons que les élites qu'on a, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un comme... Tu sais, c'est ça, mais on verra, on ne sait jamais. Est-ce qu'à 2 jours de l'événement comme ça, parce que diffusion le mercredi, événement le samedi, est-ce que tu peux nous dire quelques scopes d'athlètes élites qui vont être là? Non, écoute, c'est pas moi qui gère les athlètes élites. J'aurais dû regarder ça avant de te parler, là, mais c'est pas moi qui gère ça. Il y a comme quelqu'un qui s'occupe d'eux. Eux autres, ils communiquent directement avec lui. Je sais même pas. Je sais même pas. Parfait. On entretient le mystère. On verra ça le jour même. On verra ça dans ceux qui ne seront pas là à l'événement. Vous regarderez ça dans Distance Plus le lendemain. Je suis sûr que la gang de Distance Plus vont couvrir.
par contre, ce que je dois dire, là, c'est ça que je fallait que je dise et que je n'ai pas dit. Tu sais que j'ai beaucoup d'athlètes élites qui ne peuvent pas participer parce que la condition que la santé publique nous a donnée, et même si les règles sont moins strictes, là, nous autres, on peut juste avoir du monde de la capitale nationale puis de Oui, Lévis. c'est vrai. C'est vrai. Fait que ça limite pas mal. Là, fait que là, athlètes élites, il y en avait beaucoup qui venaient d'ailleurs, là, qui ne viennent pas. Là, fait que, mais je sens que ça va être un super événement. Moi, j'ai vraiment hâte. Ça lance la saison. Puis je pense que ça va être. La clinique du coureur, c'est comme devenu une incontournable. Je pense que c'est le lancement de la saison pour bien des coureurs, bien des coureuses au Québec. Puis cette année, encore une fois, ça va retrouver cette vocation-là parce qu'il n'y aura pas eu d'événement avant. Ça va être la première course de trail de la saison, à moins que je me trompe. Écrivez-moi si je me trompe. Non. Puis là, l'avantage qu'on est comme un peu en avance, comme on disait, les gens, par rapport à d'autres années, ils ont plus de trails d'impact déjà. Fait que, les gens sont quand même en forme et sont contents de pouvoir mettre ça sur une course, là, sur un parcours officiel. C'est une belle façon de se tester, la trail de la clinique du coureur. Même ceux qui aspirent à des plus grandes distances, bien souvent, le premier week-end de juin, quand vous le faites, c'est le parfait moment pour faire un 30 ou un 50 en mode compétition avant peut-être de se lancer la semaine suivante ou dans les semaines suivantes sur, peu importe, Gaspésia, le Québec Méga Trail. C'est le meilleur build-up. Puis on le voit année après année. Mathieu Blanchard, ça fait 2 ans qu'il gagne la clinique du coureur, le 50, puis qu'il performe super bien 3 semaines plus tard au QMT. Puis c'est un super build-up ou c'est un super événement pour aller tester une première distance, une première fois sur un 10, un 20, peu importe. Donc, j'ai très hâte. J'ai très hâte d'être là. Puis, j'incite les gens les prochaines années. Si vous cherchez une belle course de début de saison, là, la trail de la clinique du coureur, je pense que j'en parle assez souvent ici de ces trails-là. Puis ça, je tiens à te le dire à toi personnellement, puis à Blaise, puis à toute votre équipe, mais c'est malade qu'on ait accès à ce parcours-là, balisé 12 mois par année avec exactement, tu arrives à une fourche, OK, le 20 km tourne à gauche, le 30 tourne à droite. C'est malade que ça soit balisé permanent parce que justement, quand tu pars, puis c'est le fun d'explorer, puis on aime ça, partir avec une montre GPS ou avec un GPS sur ton cell, puis découvrir, mais quand tu veux juste mettre du millage, faire une grosse sortie pas technique. Pas te casser la tête. Là, exact. Tu suis les petits bonhommes bleus qui sont sur les arbres, puis tu fais un super parcours. C'est vraiment trippant que vous fassiez ça. Bon, bien, c'est parfait. C'est ça qu'on souhaite, que le monde soit content. Yes. Moi, avant de terminer, j'ai toujours mes questions claires, mais avant ça, je voulais quand même te poser une question parce que on le voit, la clinique du coureur, vous êtes super impliqués, Blaise et toi. Blaise est physio chez PCN. Je suis sûr que tu as énormément de travail avec la clinique du coureur. Vous avez 3 enfants, vous avez la trail, vous avez les sentiers à entretenir. Ça ressemble à quoi le quotidien chez les Dumais-Dubois? Ça doit être toute qu'une organisation d'horaire. Oui, mais pas super parce que nous, on travaille, à part quand Blaise va faire des patients à la clinique, nous autres, sinon, on est en télétravail, tu sais. Fait que moi, par ce fait-là, ça me sauve énormément de temps. Là. Fait que j'ai vraiment. Fait que moi, je travaille à des moments un peu inusités, peut-être pour des personnes. Des fois à 10h, 11h, minuit le soir, des fois bientôt le matin, des fois dans l'après-midi. Fait que ça aide parce que moi, je suis toujours disponible justement comme pour les horaires des enfants. Fait que la façon que ça fonctionne, c'est que Blaise travaille aussi énormément, là, plus que moi, mais moi, je gère plus le côté familial. Fait qu'on se sépare ça un peu comme ça. Fait que ça va quand même bien. Puis nos filles, c'est des filles autonomes. Puis ils font plein d'activités. Là, j'en ai une qui a 15. Après ça, bientôt 13, puis 8. OK. Fait que c'est ça. Fait que eux autres, ils s'organisent quand même bien. Puis là, on vient d'adopter un petit bébé chien. Là. Fait que là, ça, c'est une nouvelle affaire là, qui m'empêche de dormir présentement. Fait que c'est ça. Mais le quotidien ressemble vraiment à... on est sur nos ordis, on fait du sport, les enfants font leurs affaires. Le soir, on se réunit en famille. Puis, quand Blaise il part à l'extérieur, là, ça a été un avantage de la COVID. Il était là toute l'année, alors que normalement, comme là, tu vois, il part en Italie là, à mi-juin. Fait que là, il s'en va 2 semaines là-bas. Fait que là, dans ce temps-là, là, lui, il n'est pas ici, mais moi, je continue le train-train quotidien. Puis, ça se fait bien. Puis comme je te dis, par le fait qu'on n'a pas d'horaire fixe, tu peux vraiment organiser ton horaire comme tu veux. Puis ça, c'est un gros avantage parce que moi, des fois, je me dis, my God, là, si j'étais à l'école puis tout ça, j'aurais de la misère là, à faire tout ce que je fais. Là, fait que là, je suis contente. Là. Pour le moment, on s'organise bien. Ouais. Puis on a beaucoup d'énergie les deux. Là, fait que ça aide aussi. Là, voilà. C'est ça. Puis je pense que n'importe qui écoute, je pense que toutes les entreprises en ce moment se questionnent qu'est-ce que ce sera l'après-COVID. Puis il y a plein d'avantages au travail en personne, la collaboration. Mais il y a plein d'avantages au télétravail. Puis je pense que, moi, j'ai la chance d'être une entreprise qui est très progressiste, qui avait déjà ces visions-là, mais
il y a des entreprises qui étaient très réfractaires au télétravail, puis là, ben, de l'avoir forcé pendant 15 mois par une pandémie, c'est le meilleur argument pour les gens de se rendre compte, crème, mon monde travaille pareil, puis ils shippent pareil, puis peut-être même qu'ils sont plus heureux ou qu'ils shippent encore plus leur projet parce qu'ils le font dans un mode un peu plus flexible, puis moi, c'est ce que j'adore. Moi, je réussissais à faire mon kilométrage par semaine parce que je courais jusqu'au travail aller-retour. Là, c'est le bonheur de pouvoir le faire matin, midi, soir, entre deux meetings, tu squeezes ça à droite, à gauche, puis on vient de... Tous ceux qui avaient à se déplacer pour se rendre à leur travail, ben il n'y a plus ça. Fait que... Oui, puis je pense que, tu sais, toi, tu n'as pas d'enfant? Non. C'est ça, fait que, tu sais, ça, c'est un autre gros avantage, tu sais, le télétravail, parce que, tu sais, avec ce qui se passe dans les écoles, là, les écoles tout le temps fermées, puis les enfants, écoute, présentement, là, je ne sais pas comment les gens faisaient, là, ceux qui ne sont pas en télétravail, là. Hey, écoute, tu sais, moi, mes grandes, c'est correct, là, ils peuvent rester à la maison, mais la petite de 8 ans, là, à un moment donné, il faut un adulte, là, donc le fait, tu sais, ça nous met beaucoup plus de flexibilité. Je pense que les gens vont rechercher ça dans le futur, là, de plus en plus, tu sais. Exact. On a une pensée pour les parents qui, cette année, ont eu leurs enfants pendant des semaines et des mois avec ça. Moi, c'était le gag parce que dans mes équipes de travail, il y a plein de gens qui ont des enfants, puis tu finis par connaître les enfants de tes collègues parce qu'ils sont là dans les meetings, mais c'est toute qu'une affaire. Mais là, c'est le fun, on voit comme la lumière au bout du tunnel. Là. On les aime, nos enfants, là, mais à un moment donné, c'est le fun quand ils sont à l'école aussi. Là, hein, on ne va pas se le cacher. Et moi, avant de terminer, j'ai toujours mes questions éclairs. Donc, tu vas voir, c'est 10 questions A ou B, donc 2 éléments en opposition qu'il faut répondre le plus rapidement possible. Ah, j'aime ça, OK. Puis, il y a des records de temps avec ça, pour raviver la flamme compétitive en toi. Ben, ça commence par les questions éclairs NAC. Donc, les FKT, c'est Marianne Hogan, que tu connais peut-être, une excellente coureuse. Très bien, ben oui. Qui a le record depuis une dizaine de semaines en 21 secondes. Chez les hommes, c'est Maxime Fouquet en 24 secondes. Donc, c'est très rapide quand on regarde pour 10 questions. Je sors mon chrono. Tu me dis quand tu es prête? C'est parti! Route ou trail? Trail. Froid glacial ou canicule? Canicule. Gaspésie ou Charlevoix? Gaspésie. Ski de fond ou raquette? Ski de fond. Avec ou sans bâton? Sans. Question NAC, bar ou gaufre énergétique? NAC, bar. Sentier roulant ou technique? Roulant. Bagel ou gruau? Gruau. Courir seul ou en groupe? Seul. La Chine ou la Réunion? La Réunion. 24 secondes, très, très fort. C'est pas le record, c'est pas le plus rapide, mais écoute, 24 secondes, c'est dans les meilleurs temps qu'on n'a jamais eu. Donc, sont faciles, tes questions! La Chine ou la Réunion, on n'aura pas le temps d'en parler autant pour la portion Réunion que ce que vous aviez organisé avec les guerriers du Grand Raid, mais aussi la Chine parce que tu es allé gagner un demi-marathon sur la muraille de Chine. On peut-tu prendre 2 minutes pour m'expliquer comment ça s'est présenté dans une vie d'aller courir et de gagner un demi-marathon sur la muraille de Chine? Écoute, on est allé là avec une gang dans un projet qui était de ramasser des fonds pour la fibrose kystique. Donc, tous les gens qui participaient à ce voyage-là, nous, on payait notre voyage, mais en plus, on ramassait des fonds pour la fibrose kystique. Donc, il y a un gros montant qui s'est ramassé là. Puis chaque personne qui était là, on était quoi? Je me souviens plus, on était entre 20 et 30 personnes. On était comme un groupe, on est allé là-bas. Puis une des activités, était de courir sur la muraille de Chine. Puis c'est ça. Puis tu sais, comme là-bas, c'était génial, là, c'était mythique, là, sauf que il n'y a pas d'athlètes là, de haut niveau ou élite là, qui sont là-bas. Là, fait que finalement, moi, je me retrouvais finalement avec mon niveau qui est pas pire. Je me suis retrouvée à gagner ça. Fait que ça a été une belle expérience parce que ici, j'en ai gagné des courses aussi, mais d'arriver là-bas dans un monde complètement. Écoute, c'était particulier. Là, les gens t'encouragent, tu comprends rien, tu passais à travers les petits villages, tu cours sur la muraille. C'était sérieux, c'était mythique. Là. Donc, ça a été une super expérience. Fait que quand tu me poses Chine ou Réunion, ça, c'était génial, mais c'est parce que la Réunion, là-bas en Chine, on n'a pas couru tant que ça. On a fait beaucoup de tourisme, on a fait beaucoup de choses. Alors qu'à la Réunion, quand on va là-bas, là, j'ai vu beaucoup de places là, à date. Là, on est allé dans beaucoup d'endroits, là, puis c'est vrai, c'est la plus belle place que j'ai vue pour courir. Ah ouais. La Réunion, là, c'est... le problème avec ça, c'est qu'écoute, là, ça prend 24 heures y aller. Là, à un moment donné, c'est interminable. Là, fait que c'est très long. Fait que quand tu y vas, c'est au moins 3 semaines là-bas parce que sinon, ça prend 2 jours là, y aller, 2 jours revenir. T'sais. Mais au niveau là, des sentiers que là on était tellement heureux d'emmener du monde là-bas là, qui ont vécu ça aussi, possiblement. Nous, on est allés 3 fois. Possiblement qu'on n'y retournera plus là, parce que là, on va aller explorer d'autres affaires. Mais la première fois qu'on est allé là, on s'est dit, écoute, là, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse voir ça à des gens. Puis c'est de là qu'est né le projet, tu sais.
Fait que peut-être que ces gens-là vont être allés une fois, ils ne retourneront plus, parce que comme je te dis, c'est tellement comme loin et compliqué que tu y vas une fois, puis mais un coup que tu as vu ça, tu fais ouais, OK, c'est beau le lac Beauport, mais là, là-bas, c'est une coche, là, mais c'est pas grave, on est bien ici. Sauf que ça, c'était magique, là. Ouais. Ouais, vous avez l'air d'avoir vécu un méchant trip, puis Caroline Côté a fait un film là-dessus que moi, je l'ai vu, je pense que c'est dans le cadre de ce petit festival du film de trail qui s'était sorti. Oui. Puis là, Mathieu, attends un peu, c'est celui-là dans lequel Mathieu, il y en a un autre qui sort là, présentement? Il vient de ressortir. En fait, je pense qu'il est rendu accès au public. L'autre film de Caroline Côté sur l'UTMB 2000. Ah, c'était l'UTMB, oui, c'est ça. Oui. Mais c'est comme deux films qui sont quasiment sortis en même temps de Caroline Côté. Mais celui sur votre trip à La Réunion, c'est malade. Puis c'est vrai, tantôt, je te demandais, connais-tu Marianne Hogan? Mais c'est vrai, elle était dans ce voyage-là. Ben oui. Puis c'est drôle parce que, depuis le début du podcast, j'ai rencontré plein de monde. J'ai rencontré Jeff Cochon, j'ai rencontré Anne Champagne, j'ai rencontré Marianne, Mathieu. Puis tout le monde qui a vécu ce voyage-là, c'est comme un highlight quand on parle, les yeux deviennent brillants. Puis il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. Je pense autant pour la découverte, comme tu le dis, des sentiers, de l'événement, qui est le Grand Raid, c'est probablement l'une des courses les plus mythiques au monde. Mais le trip de groupe semblait exceptionnel. Puis les gens, c'est ce qu'ils retiennent le plus de ce que j'entends. Oh oui, clairement. J'écoute, on vient de là avec, il n'y a pas de « Ah ouais, mais ça, c'est juste du positif. » C'était juste fantastique. Là. Fait que oui, ça, c'est une expérience là, d'une vie, là, je te dirais. Là, ouais, vraiment. Une autre belle réussite de la Clinique du coureur. Ben oui! Merci beaucoup, Isabelle. C'était vraiment, vraiment intéressant. On a pitché partout, on a parlé de ton parcours de coureuse. Tu es entré dans des détails super personnels sur ce que tu as vécu, ce qui t'amène aujourd'hui à être justement, j'ai l'impression d'avoir une philosophie par rapport au sport qui est vraiment belle, qui est vraiment inspirante à écouter. Puis je pense qu'il rejoint encore plus les gens. Tout ce que tu nous as raconté, ces apprentissages-là, j'ai l'impression que n'importe qui écoute ça, puis prend des notes, puis applique ça dans ta vie, puis ça va bien aller. Si c'est ça que tu retiens, là, c'est fantastique. Là. Puis, moi, je suis juste contente de partager ça parce que, les gens, ils nous connaissent un peu par la Clinique du coureur, mais ils ne nous connaissent pas autant, Fait que là, je trouve ça le fun, J'espère que, des gens qui ont des questions ou que ça les inspire sur quoi que ce soit, qui m'écrivent, puis je suis bien open à discuter de plein de choses. Bon, super. L'invitation est lancée. Parfait. Bon, ben... Merci beaucoup à toi. Moi, comme d'habitude, je termine en te remerciant David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie Nico William, la belle gang de NAC qui est fidèle au poste depuis les tout débuts du podcast. Puis je termine en te remerciant toi, Isabelle, pour la super discussion. Ça va faire un super épisode. J'ai très hâte de le faire découvrir à mes auditeurs. Merci. J'ai hâte de voir la petite phrase que tu vas mettre à côté de ma photo. Oui, c'est ça. Hein, moi, il faut que je le réécoute pour choisir, mais je pense que j'ai l'embarras du choix. C'est plus facile quand j'ai trop de choix et il faut que je décide. Des fois, j'en mets même deux différentes ailleurs parce que c'est ça que les gens retiennent. Merci beaucoup. Puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.